Donc Nico, Lou. on est accueillis dans le studio de nos partenaires Campus FM pour faire un petit bilan de cette nouvelle année. Déjà bienvenue. Merci et bonne année. Bonne année à toi aussi. J'aimerais commencer en te parlant un petit peu de mon expérience en tant que nouvelle étudiante sur Toulouse il y a maintenant 4 ans. Donc arrivée sur le campus du Mirail, on m'a distribué un petit guide, le petit guide de l'étudiant que j'ai, comme tout bon étudiant, n'est-ce pas, lu. Mais à part le plan de la fac et le code Wi-Fi, j'avoue pas grand-chose de culturel, ni par exemple de liste d'associations étudiantes. Donc j'imagine que c'est peut-être ce qui a inspiré à créer l'association par un constat similaire du coup. Mais c'est vrai que la rêve des campus, ça part surtout d'un constat personnel. Moi, je suis arrivé à Paul Sabatier en 2017. Voilà, donc ça va faire 6 ans maintenant. Je ne suis plus étudiant. Il était temps aussi. Mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours été hyper curieux. Et surtout concernant la vie culturelle et associative. Donc j'arrive à Paul Sab, c'est immense. Et je commence un peu à me balader au pôle culture, au pôle sport, voir un peu les possibilités. J'aime bien connaître mes possibilités. Et c'est vrai que si tu voulais avoir des infos sur la culture, il fallait aller au bureau du pôle culturel de Paul Sabatier, dans le bâtiment d'accueil. C'est le grand quand tu sors du métro à droite, Louis Larengue, il s'appelle. Tout à fait. Tu vois, donc c'est le genre de tips que il faut connaître et que j'aimais beaucoup partager à mes collègues. J'aimais avoir cette connaissance. On va se le dire franchement, mes études d'ingénieur ne me passionnaient pas. Pas particulièrement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'après des études. Donc, toute la vie, le temps libre, la vie étudiante qui m'était offerte à Toulouse, ça, je trouvais ça super intéressant. Et j'ai voulu, un peu quand j'ai commencé à réfléchir à la suite de qu'est-ce que je voulais faire. En tout cas, je voulais pas être ingénieur, visiblement. Je voulais monter des projets. C'est un peu comme ça que c'est sur cette base un peu de dire, punaise, il y a beaucoup d'informations qui sont peu ou pas relayées finalement pour les étudiants et qui sont super intéressantes. C'est vrai que la rêve des campus, à l'origine, s'inscrit dans cette lignée de l'information et donc la culture et les événements pour tous les étudiants. C'est surtout ça. Et encore plus via un prisme universitaire, parce que je suis issu de l'université. Donc on se disait, c'est notre premier terrain de jeu, parce que c'est là où il y a le plus d'événements étudiants, et c'est là où il y a peut-être le moins de relais de la part des institutions. Complètement. Je sais que vous avez fait une étude de terrain. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces résultats à l'époque ? C'était donc en premier semestre 2020, en plein Covid. Donc, pour te recontextualiser, cette période, c'est vraiment le moment où je commençais à attaquer un petit peu ce projet qui était un peu plus large à l'époque, qui était celui de la sociabilisation dans les facs. Ce travail m'a amené à me rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'événements qui permettaient aux étudiants de se rencontrer, sauf qu'on n'en parlait pas assez ou pas bien. Enfin, en tout cas, beaucoup d'assos me disaient qu'elles avaient du mal à toucher de nouveaux étudiants. Donc, début rentrée de septembre 2020, on a commencé à travailler sur la rêve des campus. Et en 2021, effectivement, on a mené une étude sur le terrain pour voir si notre intuition était bonne, est-ce qu'il y avait un vrai besoin. Et elle a révélé beaucoup de choses. C'est un questionnaire qu'on a fait passer auprès de 300 étudiants, et étudiantes principalement des facs de Toulouse. On a appris que les étudiants n'étaient pas au courant de ce qui se passait sur leur université. Rien de nouveau, mais quand même, on parle de 50% d'entre eux. Et en fait, on les a confrontés, ces répondants, à des moyens mis en place déjà par la fac. C'est-à-dire principalement le site web, le calendrier du site web, etc. etc. Bon. Effectivement, les résultats, parce que quand on a commencé à en parler autour de nous, notamment aux étudiants, ils nous faisaient part des moyens déjà mis en place, que ce soit sur Internet ou les réseaux sociaux. Et force est de constater que ce n'est pas des moyens qui sont une source d'information primaire pour nos étudiants qui, déjà, peut-être n'avaient pas la connaissance de ces réseaux, n'avaient pas pris comme habitude d'aller les consulter, etc. etc. Donc, on se dit, il fallait développer un outil qui plaise à nos étudiants et qui centralise toute cette information. Si on résume un petit peu, le but de l'asso à ce moment-là, c'était de créer un espace virtuel qui manquait, dans lequel les associations pouvaient présenter leurs événements. Et nous, derrière, on faisait le travail de le rendre accessible au plus grand nombre, là où les institutions peut-être pêchaient un petit peu à accéder à tous ces étudiants, quoi. Ouais, c'était vraiment l'ambition du tout début. Donc, il faut se dire que moi, je sortais d'une école d'ingénieur. J'avais fait un peu de gestion de projet, mais c'était mon premier vrai projet.
Ça va amener des petites surprises, je suppose, en cours de route. Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu as pu rencontrer avec l'association ? Donc le but de cet asso, c'était de développer une solution ou des solutions numériques qui rendraient plus accessible cette information. On s'est tourné en tout premier lieu vers une application. C'était une erreur, bien sûr. Parce que qui dit application dit tout un tas de problématiques que j'avais jamais gérées. Parce que moi, je n'étais pas ingénieur web, enfin développeur web ou quoi que ce soit. Donc, développer les outils en premier lieu. Alimenter ces outils. Donc, faire une veille informatique constante. Donc, être au courant des informations et des événements, c'est toute une discipline finalement. Et aussi, la vraie problématique qui a même créé un paradoxe au sein de la Rêve des Campus, c'est la communication autour de cet outil. Donc, il y avait plusieurs erreurs là-dedans, c'est-à-dire prendre le problème à l'envers. Déjà, de vouloir développer une solution payante alors qu'on a déjà des outils gratuits qui ne nous permettent pas de faire tout ce que l'on voudrait, mais déjà de tester un petit peu l'idée. Par exemple, si j'avais un conseil à donner à mon moi il y a 2 ans, et je sais qu'à l'époque, ça ne m'aurait pas plu, je me serais dit, crée un compte Instagram et fais du relais d'informations sur Instagram. Et ça ne m'aurait pas plu parce qu'à l'époque, je n'utilisais pas beaucoup les réseaux sociaux, encore moins Instagram. Aujourd'hui, j'y ai été amené par la Rêve des Campus et d'autres projets médiatiques qui tournent un peu autour de cet univers. Mais je sais qu'il y a 2 ans, ça m'aurait grave embêté. Effectivement, quand tu as des outils qui fonctionnent déjà assez bien, comme Instagram, comme TikTok et d'autres, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on crée un nouvel outil qui t'a demandé à des personnes qui ne connaissent même pas nécessairement la problématique au départ de télécharger une nouvelle application qui ensuite il va falloir alimenter et puis maintenir, quoi. Ah mais totalement. Voilà, maintenant que tu as un outil, il faut que tu le développes, il faut être sûr qu'il réponde bien aux besoins, que les gens y adhèrent et prennent l'habitude de l'utiliser. C'est des questions auxquelles je n'ai même pas la réponse encore aujourd'hui. Donc, commençons petit à petit. Un compte Instagram, construis une communauté, montre bien que tu réponds à un vrai besoin sans avoir ce besoin théorique. Montre que dans la pratique, effectivement, tu remplis un besoin. Et une fois que tu as ta communauté, que tu sais exactement sur quoi appuyer et quels sont les outils qui pourraient amener plus loin finalement ce besoin et de développer de nouvelles fonctionnalités et rendre les gens encore plus contents de tes services, là, construis un outil numérique et non l'inverse. Donc c'est vrai que la Rêve des Campus, sa principale difficulté a été que ça a été mon premier projet. Mais j'ai énormément appris et je voulais m'en occuper absolument parce que ça conciliait mon envie d'avoir des informations avec ma condition d'étudiant. Donc la Rêve des Campus, c'est une association qui avait quand même une volonté de fédérer beaucoup d'autres associations, notamment avec ces 3 campus-là. Et on le sait, il y a l'Université fédérale, qui est aujourd'hui, depuis 2023, l'Université de Toulouse, qui était dans cette même volonté-là et dans ces mêmes perspectives, et qui d'ailleurs va développer un nouveau tiers-lieu. Comment est-ce que la Rêve se place en tant qu'association par rapport à une institution qui a déjà cet avantage de connaître les associations et d'être peut-être la première au courant ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors, je peux te distinguer en 2 points. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le réseau La Rêve des Campus. Donc, il y a à la fois les assos et les institutions. Les assos, par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y a environ 50 assos, entre 40 et 50 assos par fac à Toulouse. On n'a jamais été beaucoup dans la Rêve, parce que c'est un projet associatif qui demande beaucoup de travail et d'investissement, que moi j'étais prêt à donner, mais pour trouver d'autres personnes, c'est toute une recherche, et c'est pas un dévouement, mais c'est quand même un engagement important. De manière générale, le milieu associatif, ça demande des bénévoles qui sont là, qui sont constants, et ça reste une difficulté du milieu associatif en général. Donc ça... Sans vouloir créer de parenthèses, on ne se rend pas assez compte des sacrifices de temps et personnel que nos bénévoles de toutes les assos engagent au détriment de leurs études et tout. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Mais c'est clair que pour faire tourner cette vie associative, il faut du monde et du temps. Bon, et donc... individuellement, j'allais les voir. Au tout début, j'allais les présenter. Ça a été très, très bien reçu. Mais en fait, à animer comme réseau associatif, c'est très compliqué. Imagine-toi, une trentaine d'assos partenaires. On était bien une trentaine. Et ce qui n'est pas beaucoup sur 150, si on regarde à l'échelle de Toulouse. Malgré tout, c'est un travail de fou. C'est vraiment un travail de fou que je ne pouvais pas mener tout seul en parallèle de tous les autres aspects. Donc les assos, c'est une chose.
Et globalement, on a été plutôt bien reçus, je pense, avec cette initiative, mais qu'on n'a pas pu mener jusqu'au bout. Effectivement, les outils sont sortis, malgré tout, il faut le dire, mais ils n'ont pas perduré pour plein d'autres difficultés. Un autre acteur indispensable dans ce travail, c'est les institutions. Parce qu'il faut comprendre que quand on veut faire bouger les choses au sein d'une fac, on s'attaque, je le savais, hein, mais à une usine, une machine à gaz, une usine, tout ce que tu veux, j'ai pris peur au bout d'un mois, je me suis dit, ah ouais, c'est monumental, il y a des ramifications partout et pour tous les secteurs, pour tous les services. Pour chaque service, il y a 1, 2, 3 interlocuteurs. En fait, il faut vraiment voir ça comme une pyramide où on part vraiment du bas et petit à petit on rencontre un tel et un tel. Et c'est très compliqué, c'est très lent, c'est très long. Des fois pour obtenir des rendez-vous qui ne peuvent qu'être que la porte d'entrée d'une université, ça nous a pris des mois de relance, des mois. Et une fois qu'on était dans le rendez-vous, on se disait sur la partie très théorique, en mode on a besoin de ça, on nous disait oui, pas de problème. Et après, en pratique, on n'en voyait pas la couleur. Les institutions universitaires, c'est à la fois celles qui vont pouvoir t'aider que celles qui vont te faire galérer. Oui, complètement. On peut donner déjà un exemple très concret qui différencie un peu les institutions et leur place par rapport à nous en tant qu'association. Typiquement, moi, je suis arrivée à la REF en septembre de cette année. Ouais. On arrive, on remonte quelque chose. Forcément, il me faut prendre le temps de prendre mes marques. Et arrive la question de, faut reprendre le travail très humain, en fait, de contact avec les institutions. Et surprise ou pas, tout le monde a changé, en fait. Les choses avancent et là où en étaient les associations étudiantes, les gens partent en vacances et c'est assez normal et on leur en veut pas. Nous, il faut reprendre ce travail en septembre que les institutions n'ont pas arrêté pendant ces 3 mois d'été. Et à côté de ça, évidemment, il y a un avantage qui est clair, c'est par exemple les financements. C'est une question peut-être un peu bête, mais évidente. Ils ont quand même une vue vachement plus à long terme, en fait. Là où nous, on fonctionne vachement plus par saison et par année. Donc c'est un exemple très concret qui montre bien les différences de positionnement dans le milieu étudiant, en fait. C'est pire que ça, parce que les assos, elles sont renouvelées tous les ans. Donc tous les ans, il faut refaire le travail. T'es pas sûr qu'elles te redisent oui l'année d'après, normal. Et les institutions, tu peux avoir des sacrées surprises. T'as des changements, en fait, je suis pas encore expert du milieu, on va dire, des fonctionnaires, tout ça, en milieu universitaire. Mais en fait, t'as des changements de poste en permanence. T'en as qui quittent leur poste du jour au lendemain ou qui sont en arrêt maladie. Et on s'est retrouvé dans une situation. Alors, je veux pas te dire de bêtises, mais il n'y a pas eu de chargé de com à Paul Sabatier pendant des mois et des mois. Est-ce que c'était dû à un arrêt maladie ou à une grossesse? Je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a eu des remplaçants. Enfin, il y a eu un changement de poste avec des arrêts maladie, tout ça. Pendant presque une année, on n'a pas eu d'interlocuteur pour la communication sur notre université. On peut aussi se mettre à leur place. T'as des petits jeunes qui débarquent de nulle part. Après, ils ont vu qu'on était de bonne volonté, qu'on voulait travailler avec eux, etc. Et une fois qu'on a engagé ce processus de travail avec les services, certains se sont montrés de bonne volonté, justement, et dire OK, on va travailler ensemble et tout. Ce qui nous a permis de voir certaines choses, c'est-à-dire du retard. Là, on va pas mâcher nos mots, mais du retard de certains services, où moi, je suis sorti de certains rendez-vous. Pas qu'en communication, là je parle de culture globalement, je me suis dit, ah ouais, effectivement, on a un gros problème. Enfin, si on voit dans quel état est notre vie étudiante, culturelle, de loisirs à la fac, je vais prendre le cas de Paul Sabatier. En fait, il y a très peu de choses qui sont mises à disposition pour le temps libre de nos étudiants. On voit que tout est axé sur les études. C'est logique, c'est une université, mais ce qu'il y a autour, ça reste assez pauvre. Et ça reste quand même au bon vouloir des associations qui font un bon bout du travail. Où clairement, c'est vrai qu'il y a une volonté claire de la part des étudiants au départ, qui est de développer tout ça. Et clairement, parfois, il peut y avoir peut-être une petite différence de volonté entre les institutions et les étudiants derrière. Voilà, je pourrais pas certifier que c'est un manque de volonté. Je sais quand même qu'il y a des choses qui bougent. Il y a un nouveau bâtiment qui va ouvrir. Ah, de volonté, c'est clair. Je me rectifie pas forcément de volonté parce qu'il y a plein de questions de moyens derrière, c'est clair. Exactement. Je pense que c'est une question de moyens. Parce que j'en ai rencontré des personnes qui travaillent pour l'université qui
qui étaient acharnés, qui faisaient tourner des services à 2 ou 3 personnes. Quand tu rends compte que la vie étudiante à Paul Sab, c'est une poignée de personnes, alors que derrière, tu as plus de 30 000 étudiants. Tu te dis, mais c'est fou. Ces gens font un travail de fou. Enfin, j'ai rencontré des gens super qui nous ont apporté leur soutien dès le début. Donc, juste génial. Mais c'est pas... Voilà. Il y a aussi une question des moyens derrière, où tu te dis, ouais, certaines personnes, elles les surmenaient, et nous, on arrive à avoir un rendez-vous dans l'année. Il faut comprendre aussi que nous, on était personne. Tu vois, pour beaucoup d'acteurs qui étaient là depuis des années, d'ailleurs, ça nous a porté tort récemment. Je ne sais pas si tu veux qu'on parle des financements. On peut un petit peu, ouais, voilà. avec plaisir. Avant de rembrayer sur quelle va être notre volonté dans les prochains mois. Mais c'est vrai qu'on sort un peu de nulle part. On a une idée très simple, finalement, qui marche beaucoup. On a des institutions qui nous suivent très vite. Je pense à Catalyse. On a été lauréat de l'année 2021. Ouais, je crois. Oui, c'est ça, 2021, lauréat. On a pu développer nos outils grâce à ça. Donc, c'est une bourse de 12 000 euros quand même. Très vite, on arrive à engranger des sous pour faire ce qu'on voulait faire, de la com, etc., etc. Et courant 2022, l'année passée, on est sur l'étape de « Ok, moi, je ne serai plus étudiant, donc plus boursier. Donc, en fait, il faut trouver une solution pour pouvoir continuer d'y travailler dessus, à titre personnel, mais aussi acquérir de nouvelles compétences. Et notamment, arrêter d'être tout seul sur ce projet et engager de nouvelles personnes dont leur mission seront dédiées à ça. » Il y avait notamment l'engagement d'une alternante, Nina, qu'on embrasse. Nina, qu'on a engagée pour justement développer tout le réseau politique et associatif de la Rêve des Campus, parce qu'on avait bien compris que sans le soutien des associations et des institutions, c'est mort. Tout ça, c'est aussi une règle. Quand on évolue dans un milieu, il faut bien avoir l'appui de ces acteurs du milieu, sinon on ne pourra pas évoluer. Donc tout ça, c'était prévu avec Nina. On voulait à la base engager une responsable com à temps plein, puis à mi-temps, parce que je vais parler après des financements en question, puis finalement, nous n'avons pas pu l'engager par manque de moyens. Et ainsi que des services civiques, dont toi, Lou, qui nous a rejoints, pour plus travailler sur l'aspect création audiovisuelle de contenu pour alimenter en fait la communication de notre asso. Pour ça, en fait, on a été approché directement par l'université de Toulouse, donc qui chapeaute, mais qui réunit en fait les 3 universités toulousaines, et qui ont adoré notre projet et qui voulaient le soutenir. Et notamment, moi, j'ai dit que ça devrait passer par un soutien financier pour l'année 2022-2023. Ce à quoi on a passé des commissions, on a énormément travaillé pour représenter ce projet aux universités, et c'était vraiment le moment de leur faire passer un message, leur dire « Vous aimez notre projet ? Vous voulez le soutenir, mais surtout l'amener plus loin ? Il est temps d'investir là-dedans, parce qu'on va sortir du cadre étudiant bénévole. Et déjà, de par ma vie perso, on va rentrer dans un cadre, pas salarié, mais de l'idée, en fait, il faut quand même souligner nos besoins et il faut le faire rentrer, en fait, dans une nouvelle dimension, sans perdre le côté associatif de l'asso, mais amener de nouvelles compétences, le professionnaliser. Parce qu'une asso, pour qu'elle perdure dans le temps, il n'y a pas 36 moyens. Soit elle est inscrite dans une tradition universitaire, étudiante ou sociale, sportive, tout ce qu'on veut. Soit c'est un projet qui est vraiment pérenne grâce à une base de salariés qui vont faire perdurer le projet pendant les années à suivre, etc. Donc voilà, il n'y avait pas 36 solutions. C'est quelque chose qu'on a soumis aux universités. D'abord à l'université fédérale qui nous a donné son feu vert et qui nous a dit, mais en fait, c'est pas nous qui réglons l'addition, c'est les universités. Ok, donc premier, pas coup dur, mais bon, on se dit, ok, on a franchi une étape. Et là, il faut vraiment se rendre compte qu'on était face à tous les responsables des universités, UT1, UT2, UT3. On passe toutes les commissions. UT3 donne un feu vert symbolique. Il dit, pour nous, c'est bon, on va débloquer un pourcentage de la somme demandée. Donc, très bien. UT2 met un feu orange en mode faudrait qu'on se revoie, qu'on en rediscute. Très bien. Et UT1 en mode on va se positionner selon nos autres universités. Ok, très bien. 1 sur 3, on va aller chercher Jean Jaurès et derrière, ça va débloquer Capitole. Ça a l'air très positif. Là, on est à partir de avril 2022, mai, juin. Donc, on est dans cette période de printemps 2022. Donc, on se dit, ok, on a plutôt des bons indicateurs. C'est pas un refus.
Et Jean Jaurès nous fait revenir une fois. On représente le projet qu'ils avaient déjà vu, on reprécise des points, on va encore plus en profondeur, on fournit encore plus de documents. D'accord. Et je reçois une énième convocation pour le dernier jour, c'était en juillet donc 2022, je sais, la première semaine de juillet pour le dernier CA de l'année qui allait vraiment statuer. Je passe en commission devant tout le monde, on était un sujet parmi tant d'autres. Et à ce moment-là, on tombe sur une énième vice-présidente, parce qu'il y en a plein, il y a des présidents, mais il y a plein de vice-présidents qu'on n'avait jamais vus. Et là, qui nous sort un peu un argument, quelque chose de totalement surréaliste concernant notre projet. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais quelque chose que, là, pour celui-là, pour le préparer, il fallait être visionnaire ou mentaliste, je ne sais pas. Mais après, voilà, Et sur le moment, j'ai pas réussi, je pense, à donner le contre-argument idéal. Mais heureusement pour moi, d'autres personnes de l'Université fédérale étaient présentes pour essayer de rattraper ça, tellement l'argument mis en place par la vice-présidente était un peu surréaliste et qui a pu témoigner de ce passage auprès des autres membres de l'Université fédérale. Donc, courant juillet, je crois, on nous dit non pour Jean Jaurès. Premier coup dur, c'est un peu à l'image de Jean Jaurès. Une université qui se montre très ouverte, mais qui, dans les fondations politiques, sont très dures à bouger. Voilà, et ils n'ont pas accepté ce projet. Ça s'entend. Ils sont dans leur bon droit, et en fait, on n'avait peut-être pas montré qu'on était en capacité d'assumer tout ça. Donc, d'un côté, on se re-questionne, très bien, mais on se dit, le fait que Nina va venir chez nous, parce que ce qu'on nous a reproché notamment avec Jean Jaurès, c'est qu'on n'était pas assez présent sur le terrain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les sous qu'on demandait permettraient justement d'améliorer et d'augmenter notre présence sur le terrain. On se dit, Nina va venir, on va pouvoir encore plus renforcer nos liens avec l'université et on va retenter notre chance en 2023. On arrive à la rentrée de septembre 2022, on a une réunion avec l'Université de Toulouse et là, au grand malheur, on apprend que UT3 qui s'était engagé, finalement, la subvention n'est pas passée auprès du conseil d'administration et ça a été invalidé par des étudiants, par le conseil des étudiants. Donc là, c'est vraiment le coup ultime, dans le sens où, encore une fois, en fait, ça nous montre, je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais ça nous montre qu'il y a tout un jeu politique qui est très important, que c'était des réunions dont on n'était même pas mis au courant, et qu'en plus, on tombait dans une mauvaise période où on était en train de réaliser des travaux sur le site web de maintenance, et qu'au moment de la commission, quand ils ont voulu revoir le site web, ils n'avaient pas l'outil devant les yeux, quoi. Exactement. Alors qu'ils connaissaient l'outil, la plupart. Mais pareil, il y a eu un renouvellement des bureaux avec qui, en mai-juin, avec qui on n'a pas eu le temps d'être mis en contact en septembre. Et ces nouvelles personnes n'ont pas cherché à comprendre et ont évincé notre projet d'un claquement de doigts, alors qu'on avait eu un accord plusieurs mois avant. Donc, on a pris ça fin septembre. Moi, donc du coup, il a fallu déclencher un petit plan d'urgence parce que du coup, en perdant UT3, on n'avait plus les financements pour l'alternance qui justement devait travailler sur ces questions. Donc, heureusement, elle a pu être redirigée vers le projet du tiers-lieu. Justement, à l'Université fédérale. Donc, bien soulagé de ça. Mais aussi, ça nous a montré qu'on ne pouvait pas compter sur nos institutions. Qu'en tout cas, on n'était pas soutenu par nos institutions. Oui, voilà. Ça, c'est un fait. Et notre projet, en l'occurrence, pas tous, mais celui-ci. Exactement, oui. Mais aussi, ça peut révéler juste qu'on a un projet encore trop jeune. Donc, voilà. Compliqué, mais je vois quand même qu'il y a des petites choses qui bougent. Il y a un nouveau bâtiment qui va accueillir des bureaux pour les assos, etc. Mais il était temps. Il était temps. L'Université de Toulouse lance donc un nouveau projet de tiers-lieu étudiant dans le quartier de Palais de Justice. Tout à fait. C'est ce qui est assez intéressant parce que l'AREF, en pensant au long terme il y a quelques années, pouvait avoir cette volonté de créer un tiers-lieu. Et c'est très intéressant parce que là où une association peut-être peut avoir des difficultés à fédérer, l'institution elle a une place qui est claire. C'est la première au courant, c'est celle aussi qui a les moyens et les financements. Et un tiers-lieu, c'est peut-être un peu aussi ce qu'on demande en fait depuis un moment. Donc par rapport à ça, comment est-ce que la REF elle peut se placer peut-être en interlocuteur. En interlocuteur, exactement. En finalité, parce que la REF
perdure et continue son projet. La volonté au départ qui est de fédérer les associations étudiantes, elle reste là. Et là où les institutions peut-être prennent un petit peu non pas le dessus, mais prennent le relais en fait en créant par exemple ce tiers-lieu, la REF derrière, elle a peut-être une carte à jouer qui est la voix étudiante, la couverture d'événements par exemple. Et ça va être plutôt là en l'occurrence mon travail à moi, d'où l'intérêt aussi de faire ce bilan pour expliquer un petit peu ce qui va se passer et ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est pas parce que le projet change de perspective qu'il disparaît instantanément comme ça. Et en plus, au-delà de ça, il y a plein d'expériences à acquérir, et pas que pour nous, mais pour ceux qui voudront prendre une initiative similaire dans le futur aussi, quoi. Donc nous, on peut un petit peu en parler. Là où on arrête l'agenda virtuel, on continue la couverture d'événements et même on la développe. Là-dessus, est-ce que tu peux un peu nous parler de la REF des campus et du projet qui suit tout ça et toutes ces difficultés ? Bon, mais repartons à la base. Qu'est-ce que déjà on sait faire ? On sait faire un compte Instagram, on sait relayer l'information sur Instagram. Très bien, repartons de là-dessus avec une dimension plus médiatique que purement technique, numérique, etc. Si ces outils doivent apparaître, c'est plus tard et sous d'autres formes. Même entre le compte Instagram et une application mobile, il y a d'autres étapes. Il y a d'autres moyens de relayer l'information de manière plus pratique, etc., sans développer pour des milliers et des milliers d'euros d'outils. Donc il y a eu ce stade déjà de ravaler son seum fort, de devoir gérer une équipe en crise parce que on n'avait plus les fonds pour financer, de remettre une perspective à 2023 pour 2023 et surtout de regagner des forces pour s'y attaquer. Donc l'axe, et c'est là où tu interviens, c'est l'aspect création médiatique, photos, vidéos, interviews autour donc de la vie étudiante toulousaine, mais peut-être là où on va mettre l'accent dans les mois qui vont arriver, c'est d'une part de relayer l'actualité des assos de manière assez simple, en story, voilà, c'est vraiment le truc de base et le plus accessible, et de créer du contenu plus construit autour des différentes actions institutionnelles pour vraiment faire le lien entre toujours nos institutions qui ont du mal à parler à nos étudiants et être ce relais. Tout ça sur donc notre compte Instagram. Tout à fait. TikTok et Facebook également. Et puis, on est présent sur le terrain. Donc, je pense par exemple à la Focus, qui va arriver en début février. C'est organisé par AnimaFac et c'est un temps de rencontre entre des assos de différentes villes. Nous, en l'occurrence, le sud-ouest. On va accueillir Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Pau. Voilà, ces 4 villes seront à Toulouse le temps d'un week-end. T'as la date ? Je crois que c'est le 4 et 5 février. Mais je vérifierai ça Très si bien. Besoin. Et puis sur ce nouveau tiers-lieu qui ouvre donc le 9 mars, quartier Palais de Justice, et qui nous permettra aussi à nous de rencontrer les différentes associations qui peut-être étaient cachées dans leur coin ou dans leurs locaux et qu'on va pouvoir un petit peu plus rencontrer et découvrir et peut-être mettre en avant sur ce compte Instagram. C'est toute la volonté de la REF des campus pour 2023. Voilà, merci. Merci à toi, Lou, de nous suivre dans cette aventure. À ceux qui vont nous écouter, qui vont reprendre des nouvelles de la REF des campus. Si vous avez des idées, des propositions, envie de filer un coup de main, n'hésitez pas à nous écrire. Ça sera toujours le bienvenu.